Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors comme on vous l'avait dit, nous revoilà pour une deuxième semaine. Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler d'un livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, que j'ai lu assez vite parce qu'il n'est pas très long. Et il s'appelle « Dites-leur que je suis québécois » de Mensa Emezo. C'est un monsieur brillantissime qui en octobre 2009 quitte la France pour s'installer au Québec. Il est doctorant en littérature française à l'université de Strasbourg. Il a une expérience d'enseignement dans cette même université et donc il prévoit de s'installer en tant que professeur de littérature de français au Québec. Et en tous les cas, c'est ce qu'on lui laisse entendre lorsqu'il rencontre les services de l'immigration. Il a priori été à la rencontre il a été certainement invité en fait à participer à une réunion d'information et donc c'est vraiment ce qu'on lui laisse croire. Donc c'est un témoignage assez édifiant sur ce qui se passe face à l'immigration et aux nouveaux arrivants. Bien sûr, tout ne se passe pas comme ça, mais ce monsieur a mis presque 10 ans avant d'avoir un poste stable et d'avoir vraiment un emploi stable. Donc je m'étais dit que pendant les quelques semaines qui allaient venir, j'allais vous lire quelques passages de ce livre et puis après échanger avec vous sur ce que j'en pense. En tous les cas, pour cette semaine, c'est ce que je compte faire, vous lire un petit passage de ce livre. Donc ce monsieur arrive en fait, est né au Togo. Il s'est installé en France. Il a donc suivi, comme je vous le disais, un doctorat en littérature française. Et en 2009, avec sa femme et ses 2 filles, il s'installe donc à Montréal. Il arrive dans un premier temps seul. Et dans le cadre d'un dîner, il est invité à dîner par un autre ami d'origine togolaise à Montréal. Et donc ils sont plusieurs à échanger avec lui. Et donc il explique que la plupart des personnes qui étaient autour de lui étaient des personnes qui avaient le même profil que lui, avec des études supérieures de premier cycle à l'université, etc. Donc vraiment des personnes qui sont plutôt assez cultivées et puis diplômées. Et donc il parle de cette rencontre avec un monsieur qui s'appelle Étienne. Alors il faut savoir que tous les prénoms qui sont dans ce livre ont été changés. Et ce monsieur en fait à un moment donné, comme je dirais certaines personnes ici, certains immigrants qui sont là depuis déjà pas mal de temps, un peu agacé, je dirais, par l'optimisme, la joie de ce monsieur d'être là, qui est vraiment, vous savez, on vous l'a déjà dit, quand on arrive au Canada, la première année, c'est ce qu'on appelle la lune de miel, où tout est magique, tout est beau, tout est magnifique. Bon ben voilà, là en fait c'est Étienne, devant son optimisme béat, il décrit ça, devant mon optimisme béat, Étienne a fini par craquer. Il ne pouvait plus se retenir. Écoute mon frère, je m'en voudrais si je ne t'informe pas de la situation. Elle n'est pas aussi belle qu'on nous l'avait présentée aux séances d'information du Bureau d'immigration du Québec à Paris. Il faut que tu saches qu'à l'échelle de la province, le taux de chômage parmi les immigrants est presque 2 fois plus élevé que parmi les natifs du Québec. Ce n'est pas une question de compétence car comme tu le sais, nous avons été sélectionnés selon une grille rigoureuse tenant compte de nos diplômes, de nos expériences et de notre capacité d'adaptation. Le problème, c'est que les employeurs préfèrent souvent faire confiance à un natif sans expérience plutôt qu'à un immigrant ayant une expérience étrangère. Daniel a bien tenté de le faire taire, mais il était bien lancé et il a insisté. Il faut qu'il le sache la vérité. Et je l'ai su. Le gouvernement nous a invités à venir pour pallier une pénurie de main-d'œuvre qui est bien réelle.
mais les employeurs sont réticents à reconnaître nos compétences et nos diplômes. Ils poussent l'ironie jusqu'à nous demander une expérience québécoise. Comment acquérir l'expérience québécoise si la condition pour l'acquérir, c'est de l'avoir déjà? C'est absurde. Ainsi, des immigrants médecins conduisent des taxis en ville et de nombreux autres diplômés universitaires sont caissiers chez Dollarama. Personnellement, j'ai l'impression qu'on nous met exprès dans la précarité pour que nous acceptions les pires conditions de travail et de vie. Car si tu peux tenir 6 mois, voire 1 an avec tes économies, à un moment ou à un autre, tu es obligé d'avaler ta fierté et tes diplômes pour aller faire le ménage dans un supermarché. Daniel est revenu à la charge, mais certains d'entre nous s'en sortent. La clé, c'est de retourner aux études, d'avoir un diplôme d'ici, ne serait-ce qu'un certificat, et tu pourras aspirer à des postes qualifiés. Étienne n'était pas convaincu. C'est le dernier mirage auquel nous nous accrochons pour accepter l'humiliation, sans oublier ce malheureux espoir d'une vie meilleure pour nos enfants. Il faut quand même savoir que c'est une histoire vraie, que ce monsieur médecin et mezzo existe pour de vrai, c'est pas juste un roman. Et c'est assez édifiant. Parce qu'en fait, malheureusement, c'est assez vrai. J'avais fait une vidéo il y a, je crois, de cela 2 ans, sur en fait ces magazines qui font vraiment la propagande, la promotion de la vie au Canada. Et c'est vraiment quelque chose de très très juste, c'est-à-dire que le vivre au Québec, c'est merveilleux pour certains, mais ça peut être un cauchemar pour d'autres. Et il est évident mais c'est comme ça dans tous les pays du monde, il ne faut pas croire que ça se passe qu'au Québec, mais il est évident que les Québécois vont privilégier certains postes plutôt pour les personnes, pour les natifs du Québec, et que parfois la bataille est longue et douloureuse. Donc on vous le répète souvent, je vous le répète souvent, il faut vraiment arriver de façon très humble au Québec. Je vous en avais déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais c'est une vraie réalité. Parce que même lorsqu'on est humble, même lorsqu'on est plein de résilience, même lorsqu'on est prêt à tout recommencer, c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous verrez au travers des futures lectures que je vous ferai, malgré le fait que ce monsieur ait repassé des diplômes, malgré le fait qu'il ait vraiment mis de côté sa fierté, il lui aura quand même fallu près de 10 ans avant d'obtenir un vrai poste stable en tant que professeur de littérature. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vraiment, vous êtes beaucoup à me suivre. Pour certains, vous allez bientôt arriver. Pour d'autres, ça reste un projet. Mettez votre orgueil un peu dans la poche. Soyez prêts à recommencer à zéro. Ne vous faites pas avoir quand même. Dites-vous ici que le statut social n'a pas la même valeur que celui qu'il a dans votre pays. Et dites-vous qu'il faut vraiment être fort pour réussir votre intégration, votre immigration. Et ça vaut le coup, parce que vraiment vivre ici, c'est magnifique. Alors, on passe par des hauts, on passe par des bas, mais c'est vraiment, vraiment génial. Il y a une sincérité chez les gens, il y a un confort de vie parce qu'on est extrêmement en sécurité. La gentillesse des Québécois est absolument incroyable. Et puis vous verrez, on apprend beaucoup de choses, on change, voilà, on devient très différent, on change. Donc, si vous y croyez, si vous êtes prêts, vous, à faire des efforts, si vous n'arrivez pas en tant que colonialiste qui va transformer le Québec et qui a une idée extraordinaire qui n'existe pas ici et que vous êtes persuadé que ça va fonctionner,
Si vous arrivez plutôt en vous disant je vais observer, je vais regarder, je vais prêter attention aux autres, je vais être à l'écoute, vous allez voir, vous allez passer des moments absolument merveilleux au Québec. Allez, on se retrouve tout de suite après la pause avec Valérie. Valérie, aujourd'hui, va nous parler du permis de travail. Et puis ensuite, en dernière partie d'émission, on va se retrouver avec Fabrice, qui est de retour. Et avec Fabrice, on répond en fait à vos... Enfin, c'est surtout lui d'ailleurs, mais il répond aux questions que vous nous avez posées sur la parenthèse immobilière. Puisque comme vous le savez, on a mis à votre disposition une adresse courriel à travers laquelle vous pouvez nous écrire lorsque vous avez des questions au niveau immobilier, questions sur la location, l'achat, tout type de questions en fait liées à l'immobilier. Donc n'hésitez pas à écrire quand vous avez des questions. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite après la pause. Conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt, consultante réglementée en immigration canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine. Bon, alors comme vous voyez, on vous l'a promis, on est là toutes les semaines. Ah là, on ne vous lâche plus. C'est ça, donc vous allez à un moment donné même en avoir marre de nous regarder. Non, j'espère pas. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, madame? Après les étudiants de la semaine dernière, cette semaine, on va parler des travailleurs. Ah, très intéressant. D'ailleurs, moi, je continue de me poser pas mal de questions à ce sujet de ce permis, mais ça m'appartient, je n'en dirai pas plus. Allons-y, permis de travail. Je n'en dirai pas plus, te connaissant, tu vas te lâcher, mais bon. Non, mais c'est vrai que je suis assez étonnée de ce permis. Je veux dire, on a... Enfin, c'est de notoriété publique. Vous savez que François Legault est venu au mois de janvier en France pour dire qu'il recherchait des travailleurs. Donc voilà, on veut des travailleurs. Il y a une pénurie de l'emploi au Québec, au Canada en général, mais au Québec en particulier. Partout quand on se promène en voiture, on traverse le Québec, c'est ça, il y a des nous embauchons partout. Nous embauchons. Et donc il y a ce permis de travail qui permettrait d'arriver rapidement. A priori. A priori. On souhaiterait en tout cas. Alors sur le papier, ça paraît bien, mais dans la réalité, c'est difficile. Oui, et donc c'est vrai que je le dis, je le dis, je ne comprends pas tu vois à quoi sert le permis de travail. Monsieur Legault, si vous m'entendez, ministre de l'immigration, je ne sais pas comment s'appelle le nouveau ministre. Premier ministre. Non, le nouveau ministre de l'immigration du Québec, j'ai oublié son nom. Moi aussi. Autant j'aimais énormément celui d'avant qui nous a malheureusement... il est très très sympathique le nouveau. Ah aussi, oui, bon, écoute, un jeune dynamique. Non, on compte sur lui pour réformer justement. Ah bien, alors il faudra peut-être qu'on le rencontre un peu là. Il va falloir très bien. Mais en fait, oui, alors, le permis de travail actuel, si vous tombez sur le permis de travail de régulier, c'est quoi le pas régulier? Eh ben, il y aurait le simplifié. Ah d'accord. Il y a simplifié versus régulier. Ok. Donc le régulier, comme le simplifié, de toute manière, ça prend au minimum 6 mois. Donc déjà, il faut trouver un employeur qui a la patience de vous attendre 6 mois. Moi, j'ai besoin de vous aujourd'hui. Eh ben non, vous n'allez pas arriver avant 6 mois. Bon, ceci dit, j'en connais. J'en ai eu une la semaine dernière qui m'a dit, ça y est, j'ai réussi. L'employeur m'attend, ça fait 6 mois qu'elle attendait la décision. Donc là, elle lance, alors 6 mois pour attendre la décision. Ah. Et en plus, après ça, là, maintenant, démarche pour le permis de travail. Parce que c'est pas fini. Une fois qu'on a la décision pour, OK, le Québec... Ça veut pas dire que vous arrivez au bout de 6 mois. Non. Il y a encore 3-4 mois de plus. Il y a au moins 2 mois, ouais, parce que là, il faut qu'elle redemande les CAQ, qu'elle fasse CAQ de son enfant et qu'elle demande permis de travail, permis d'études pour son enfant. Wow. Donc, en gros, c'est 8 mois. 8 mois que l'employeur va avoir attendu pour faire venir un étranger pour travailler. Je vous le dis, c'est ridicule. Mais bon, ça m'appartient. Donc, en fait, c'est ça. C'est la frustration qu'ont les employeurs qui, eux, veulent de la l'employeur, l'employé. Enfin, c'est une frustration générale. Elle continue de travailler. En l'occurrence, elle est en France, elle continue de travailler. Enfin, elle est soignante. Et elle a un poste ici qui l'attend à partir du 1er avril. Mais l'employeur, ça fera 8 mois qu'il attend son aide-soignante. C'est fou. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas très bon pour l'économie du Québec, je vous le dis. Non. Mais donc, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que si vous voulez trouver un employeur, il faut que l'employeur déjà comprenne qu'il ait une grosse démarche à faire qui va lui coûter à lui 1 398 $. Ah oui, alors c'est ça. L'employeur... il va devoir faire des démarches. Fait des démarches pour s'assurer
qu'il n'y a personne dans le pays qui peut remplir le poste. Donc il fait une étude. Non, l'étude d'impact sur le marché. C'est ça. Où il démontre qu'il a fait de l'affichage sur 3 médias, dans les journaux, en ligne, où il veut, auprès des minorités non visibles et visibles. Enfin bon, bref. Question, au bout de 6 mois, j'ai l'accord. Oui. Mais entre-temps, le type, 6 mois plus un jour, trouve quelqu'un. Une fois que l'accord est parti, l'accord est parti. Ah, d'accord. Mais si à 6 mois, un jour, et que l'accord n'est pas parti, il y a quelqu'un qui se présente et qui dit moi je veux le poste et il correspond à l'appel, effectivement, on peut lui dire voilà, ça y est, vous avez un candidat, donc on refuse la demande pour l'étranger. Donc tout ça, oui, c'est un peu compliqué. Bon, alors par ailleurs, au Québec, donc ça c'est le régulier. Le régulier, ça serait celui qui, c'est donc le pour lambda, les travailleurs le en lambda, général. le lambda. Okay. Par contre, au Québec, il y a ce qu'on appelle la liste des professions pour demande simplifiée. Donc ça, c'est des professions pour lesquelles le Québec a jugé que il y avait énormément de demandes et pas d'offres. Donc on va pas s'amuser, l'employeur doit démontrer qu'effectivement il fait de la recherche. Pas d'offres, c'est-à-dire pas de personnes qui viennent postuler pour ces emplois-là. Donc il y a une vraie forte pénurie de main-d'œuvre. Exactement, pour 60 professions qui existent. Alors la liste, elle est sur le site du Midi, le ministère de l'Immigration du Québec. Vous avez donc toutes ces listes de professions. À chaque profession, vous pouvez cliquer sur le lien pour voir comment est définie cette profession, si on vous demande un diplôme particulier, des expériences particulières, un nombre d'années d'expérience particulier aussi. Si vous remplissez les conditions, l'employeur, en fait, il va être un peu exempté de démontrer qu'il a fait de la recherche, bien qu'il... Mais ça met quand même 6 mois. Ah, mais ça met quand même 6 mois. Plus à nouveau 3 mois. J'ai des collègues récemment, ils m'ont dit 4 mois. Il y en a une qui en a obtenu 4 mois pour avoir l'autorisation, plus après 2 à 3 mois pour obtenir le permis d'études de travail. Ouais, travail. Waouh! Donc, il faut de toute manière s'armer de patience. Mais ces démarches simplifiées, l'avantage, c'est qu'effectivement, l'employeur va de toute manière, il démontre que oui, qu'il fait de l'affichage, mais qu'il n'y a personne qui se propose ou. Mais ça reste quand même très frustrant pour l'employeur, je pense. Ah oui, les employeurs ici, il y en a plein qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de la main-d'œuvre. Oui, je sais. Et du coup, les carnets de commandes arrivent et eux, ils peuvent pas répondre. C'est ça. Donc, ils pourraient gagner de l'argent, mais ils ne peuvent pas gagner d'argent parce qu'il n'y a personne pour travailler. Voilà. Donc, armez-vous de patience pour venir travailler au Québec, sachant qu'il existe quand même les Journées Québec. Alors oui, ça c'est 2 fois par année. Ouais. Les prochaines, c'est au mois de mai. En général, c'est octobre et mai. Alors, il y en a au Maghreb et en France, ces Journées Québec. Et allez-y, je dirais le nombre de personnes qui ont écrit sur du côté de Montréal. Enfin, toi aussi, t'en as eu beaucoup. Je veux dire, on a beaucoup de personnes qui nous remercient d'ailleurs d'en faire la promotion. Gratuitement, je le précise, parce que Journée Québec ne nous reverse rien pour parler d'eux, mais on a plaisir à vous partager cette information. Alors c'est pas un salon, non, c'est pas un salon. Vous vous inscrivez, vous fournissez un CV, une lettre de motivation. Attention, faites votre CV sous format québécois. Moi, je vous ai préparé un petit guide que je vends en ligne, donc vous pouvez l'acheter. Tout est très bien expliqué dessus, il y a beaucoup d'informations, il n'est pas très épais, mais il est quand même assez riche. Donc n'hésitez pas, vous pouvez trouver des modèles gratuitement aussi sur Google, en ligne, donc je veux dire, allez-y. Mais voilà, je veux dire, ça c'est important. Et les Journées Québec, il y a vraiment beaucoup de personnes qui arrivent par ce biais-là. Mais oui, ça marche vraiment bien. Ça marche très bien. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Cette année, je sais que il y a eu un très bel article sur l'affluence où il y avait eu énormément de monde. Ils étaient très heureux des recrutements qu'ils avaient faits. Donc allez-y quoi. Il faut postuler. Alors par contre, c'est en mai. Ce n'est pas un salon. C'est-à-dire que comme dit Géraldine, vous vous présentez pas à l'entrée en disant je viens au salon. Non, c'est pas un salon. C'est seulement sur invitation. C'est ça. Vous devez mettre votre CV. Si on pense que votre CV répond à une attente, on va vous inviter à venir. Mais c'est tout. On vous pioche. Si voilà. Donc, et vous n'aurez pas la liste des entreprises à l'avance. Non. Mais sachez quand même qu'on va rechercher souvent des infirmières, infirmiers, aides-soignants, aides-soignantes, informaticiens, certainement tout ce qui est soudure. Web développeur, exactement. Bon voilà, il y a quand même... il y a pas mal de jobs. Regardez parce que la liste elle apparaît toujours un mois avant. Là ils font et puis même sur leur site, vous mettez Journée Québec, il y a plein d'informations. Alors ça s'appelle plus comme ça maintenant. Ah bon, moi
je mets toujours les Journées Québec. Alors les Journées Québec, c'est le nom du salon, mais leur page Facebook a changé de nom. Ah, moi je me mets pas sur Facebook, je me mets directement sur Google, les Journées Québec, et là j'apparais sur Mais leur c'est bien page. de suivre leur page Facebook aussi, parce que sur leur page Facebook, en fait, ils vous donnent exactement la date à laquelle vous inscrire. Mais de toute façon, moi je le partage et toi aussi, on le partage. Donc que ce soit sur VF Immigration, sur sa page Facebook, ou sur Du Côté de Montréal, ma page Facebook, vous aurez l'information. Mais c'est au mois de mai en tous les cas, donc allez-y. Par contre, il faut être disponible. Faut être disponible. Bien sûr. Vous voyagez à Paris, vous rendez disponible pendant 3 jours pour faire les entretiens. Mais bon, on n'a pas rien sans rien. Ah non, on n'a pas rien sans rien. Donc au Maghreb, ils en font aussi régulièrement. J'ai pas les dates. Non, moi non plus. Maghreb, mais je sais qu'il y en a une là, il n'y a pas longtemps. Il y en a une en 2018. Où elle est en cours. Enfin, non, en 2018, fin de fini. C'était dans le deuxième semestre 2018. C'est ça. Je sais que je l'ai partagé aussi. Et très intéressant. Donc là aussi, je disais aux gens, postuler parce qu'on ne sait jamais. C'est bien sûr. Alors bien sûr, il faut être prêt aussi à se rendre à Tunis, je crois que c'était la dernière. Donc voilà. Mais bon, mais sachez que ça existe et puis que c'est vraiment une belle opportunité. Exactement. Et de toute façon, les ambassades du Canada qui sont situées dans différents pays font la promotion de leur pays. Alors bien sûr, ils font la promotion dans leur pays. Qui dit la promotion, quand on fait de la promotion, on montre que le beau côté des choses. Oui. On montre qu'on est très agréable, magnifique, accueillant. Voilà. Après, il y a la réalité. Ça, c'est autre chose. Mais en tous les cas, allez à ces réunions, informez-vous. Ouais, informez-vous. Voilà, Et donc le permis de travail, en gros, donc ça c'est pour, donc on a vu le travailleur régulier, travailleur simplifié, ça prend du temps, il faut un employeur, ça coûte 1 398 $ à l'employeur qui doit remplir des petits formulaires bien précis, démontrer plein de choses. Et vous, après ça, par la suite, vous allez obtenir un CAQ et envoyer votre demande de permis de travail. Alors moi j'ai une question pour toi Valérie, parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, puisque je m'intéresse quand même, ça me passionne, l'immigration, vous le savez. Et j'ai vu qu'en fait, ils demandaient des travailleurs qualifiés. Oui. Qu'est-ce que veut dire travailleur qualifié? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des très gros diplômes, qui est un ingénieur? Qu'est-ce que c'est? Un travailleur qualifié, c'est quelqu'un qui, en fait, répond à la définition. Quand vous allez sur le code de la NCP, là, pour voir quelle est votre profession, ils vous disent, pour votre profession, quels diplômes sont requis. D'accord. Vous ne pourrez pas travailler dans cette profession si vous ne répondez pas aux conditions. Donc pour être soudeur, d'avoir eu un CAP soudure, pour être électricien, un CAP électricien, voilà. D'accord. C'est pas parce que vous aurez parfois ils le disent. On acceptera aussi quelqu'un qui n'a pas de diplôme mais tant d'années d'expérience. Ok. Avec par exemple le certificat de votre employeur qui dira que la personne a fait tel type de travail. Alors revenons-en au soudeur ou à l'électricien ou au plombier, enfin ces métiers un peu plutôt techniques, enfin de main d'œuvre. Est-ce que si je suis un soudeur français, marocain, haïtien, enfin peu importe de quel Suisse, de quel pays, n'importe quel pays, et que je viens ici, est-ce que je peux travailler directement ou est-ce que je dois passer par quelque chose? Est-ce que mon employeur doit vous employer sur la base de vos qualifications nationales? Donc prouver votre diplôme plus vos années d'expérience. Et puis par la suite ici, vous serez obligé de repasser une qualification. Vous avez 6 mois pour la passer. Au sein de l'entreprise? C'est l'entreprise qui s'occupe de vous inscrire pour passer cette qualification. D'accord. Parce qu'en fait, l'entreprise, elle est responsable de, par exemple, vos soudures ou vos installations électriques. Donc, pour pouvoir être assuré... Et les normes ne sont pas les mêmes. Les normes ne sont pas les mêmes. Donc, pour pouvoir être sûr qu'ils sont pris par leurs assurances sur votre travail, ils vont devoir vous faire passer cette qualification et vous allez devoir la passer pour pouvoir continuer d'exercer votre métier. Ok. Ok. Donc ça, voilà, ça c'est sûr que les gens, certaines professions demandent ce type de qualification. De toute façon, certaines professions demandent même à ce que vous repassiez certains diplômes. Ah, aussi. Et certaines professions, alors ça vous pouvez aller le voir aussi sur le site, des professions qui font partie d'un ordre professionnel. C'est ça. Alors ça, vous allez voir Ordre professionnel du Québec, vous allez avoir toute la liste des professions qui font partie d'un ordre. Vous ne pourrez pas exercer votre profession si vous n'êtes pas inscrit dans l'ordre. Donc le plus simple, c'est de contacter tout de suite l'ordre et de leur demander par quelle étape je dois passer pour un jour pouvoir espérer exercer mon métier ou ma profession dans votre province. C'est ça. Parce qu'il y en a, vous pouvez le faire déjà depuis l'extérieur. Il y en a qui se font tout de suite inscrire, par exemple les infirmières, elles peuvent déjà commencer les démarches depuis l'extérieur. Il y en a d'autres, non, ils vont. Mais même d'une province à une autre, c'est différent. Parce que moi, j'ai une amie, elle est médecin en Ontario, elle ne peut pas être médecin au Québec. Non. Déjà au Québec, on vous demande de passer un test de français pour être médecin. Français et anglais, vous devez être bilingue.
Parce qu'il va falloir parler avec des clients qui sont bilingues. Ok, bon, sauf que j'ai déjà vu des médecins qui ne parlaient pas du tout français. Mais ils sont censés passer un test. Et à un moment ou à un autre, ils ont passé le test, ils ont passé. C'est pas ça qu'ils l'ont oublié, ça c'est un autre débat. Mais ils sont censés pouvoir parler en français, en anglais à leurs patients. Donc voilà, c'est ça en fait. Commencez par regarder si vous pouvez exercer votre profession au Québec, sous quelles conditions, si vous allez devoir repasser des examens, vous inscrire dans un ordre, repasser une qualification. Et puis la profession simplifiée, finalement, c'est plus pour l'employeur que pour l'employé. Parce que l'employeur, il est simplifié dans la démarche, mais il ne sera pas forcément simplifié dans le temps. Ah non, okay. Dans le temps, clairement pas. Est-ce que ça vaut le coup de venir au Québec quand même prospecter, donner son CV, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire de l'extérieur? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Moi, je dirais plutôt venez pour une entrevue, quoi, mais commencez par faire de la prospection sur LinkedIn, chercher des chasseurs de tête. Il y a des chasseurs de tête. Ah oui, alors ça, oui. Merci d'en reparler. Effectivement, Valérie et moi-même connaissons des chasseurs de tête. Nous en avons déjà une en tête, oui. D'ailleurs, chasseur de tête en tête. On peut vraiment, l'une comme l'autre, vous mettre en contact avec elle. Donc je veux dire, n'hésitez pas, envoyez-nous vos mails à Valérie ou à moi et ensuite on transfère vos dossiers. Il y a des chasseurs de tête qui recherchent spécifiquement. C'est ça. Il y en a, ça va être pour l'informatique, il y en a, ça va être pour l'hôtellerie, tout ce qui est technique. Donc c'est plutôt des. Là en ce moment, en fait, le Québec, ils sont vraiment en pénurie de technico-professionnels. C'est-à-dire vraiment des professions techniques. Tourisme. Dans le tourisme, dans les ouvriers. C'est ça. Donc tout ça, c'est vrai. Tout ce qui est dans les usines, il y en a beaucoup. C'est sûr que si vous avez un PhD en philosophie, excusez-moi, mais vous n'êtes pas en demande au Québec. C'est sûr. Il y en a qui ont peut-être bac plus 12, là, mais c'est pas ça qu'on recherche au Québec. Avoir un doctorat et... Ouais. Non, à la limite, c'est pas ce qu'ils recherchent du tout. Ils cherchent passer votre CAP boulanger. Puis... Ah bah voilà, alors là, il y a du boulot. Moi, je dirais que, d'ailleurs, les pays... d'ailleurs, je dirais, pour les parents aujourd'hui... mais foncez, dites aux jeunes de reprendre des professions techniques. Ouais. Le technique, c'est l'avenir. Manuel. C'est l'avenir, et puis ils gagnent bien leur vie ici. Je peux vous dire que l'électricien, il gagne bien sa vie. Ouais, moi, mon plombier, il a 200 employés, il a une entreprise incroyable, il a des belles voitures. Voilà. Donc vive la technique, et on n'est pas tous des cols blancs, et le col bleu ça marche très bien aussi. Donc voilà. Mais après, ça n'empêche pas d'être intello et d'aimer la philosophie et de lire des bouquins absolument incroyables et d'aller au musée. Mais c'est vrai qu'il y a des vrais métiers. Si vos enfants sont passionnés du travail manuel, allez-y, mettez-les. Ah oui, et puis même envoyez-les en formation ici. Il y a des belles formations ici aussi. Donc voilà. Mais pour le travail, donc voilà, malheureusement, ça prend du temps. 8 mois. Bon, voilà. Dans une autre émission, on reparlera quand même des moins de 36 ans. Oui, parce que c'est vrai qu'il existe d'autres options. Mais là, pour aujourd'hui, on a fait le tour du travailleur régulier, on va dire. Mais bon, voilà. En fait, on fait une drôle de tête. On fait une drôle de tête parce qu'on trouve que c'est long. Voilà. Et on se met à votre place. On se met à votre place et puis à la place des employeurs. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie frustration. Et ce que je trouve étonnant, c'est qu'il y a une frustration au niveau du gouvernement qui se déplace, qui fait la promotion, qui est vraiment à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Donc il y a cette frustration au niveau du gouvernement parce que il y a un risque que l'économie s'effondre, il y a une frustration du côté de l'employeur et il y a une frustration du côté de l'immigrant, du travailleur qui lui veut venir. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait cette petite tête. Mais allez-y, battez-vous, le jeu en vaut la chandelle, même s'il fait froid l'hiver, qu'il y a beaucoup de neige. C'est quand même magnifique, il y a des belles journées ensoleillées, donc on s'accroche. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui a réussi, puis qui arrive là en avril. C'est possible. C'est possible. Et avec les Journées Québec, il y en a plus d'un qui réussit, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui arrivent grâce aux Journées Québec. On reçoit des petits mails en disant c'est bon, j'ai réussi. C'est ça. Donc vraiment, vérifiez les dates. Et puis si c'est pas cette année, si c'est pas en mai, ce sera en octobre. Il y en a 2 par an, donc voilà. Donc il y a d'autres salons. Moi j'avais partagé d'autres salons de chasseurs de tête. Il y a des chasseurs de tête qui se déplacent aussi. Si, oui. Donc on y va. Vraiment chercher les chasseurs de tête. Les chasseurs il s'appelle chasseurs de tête. Ouais, ou des recruteurs. Recruteurs. Voilà. Donc cherchez ça sur Google, sur LinkedIn. Allez sur le LinkedIn de Valérie et le mien. Certainement que vous trouverez. On en a. Moi j'en ai aussi. Donc voilà.
Donc voilà. On y va. Voilà pour cette semaine. Génial, merci Valérie. De rien. La parenthèse immobilière vous est présentée par Fabrice Wolzenlogel. Bonjour Fabrice. Bonjour Géraldine. Bon, bienvenue, c'est reparti. Eh ben merci, vous nous avez manqué, ça fait un petit peu que je ne vous ai pas vu et qu'on n'a pas pu discuter d'immobilier, mais c'est super de recommencer la saison et puis de repartir. Exactement, on a été un peu en changement, en évolution. Comme vous pouvez le constater, on redécore, on refait. Voilà, donc on est fin prêt pour la saison 2019. C'est ça, exactement. Donc on va essayer de vous aider sur tout ça et notamment moi sur la partie immobilière, donc ça va être avec grand plaisir. Exactement, et je crois que malgré notre temps de pause, là, lié aux travaux et à nouvel emménagement, tu as eu pas mal de questions. Ouais, aujourd'hui on va commencer avec toutes les questions qu'on a eues pendant ces 3 mois où, entre guillemets, ils ne nous ont pas vus sur l'écran. C'est ça. Donc j'ai listé un peu, j'essaie de les regrouper par thème de façon à ce que ce soit pas trop redondant. Et puis n'hésitez pas, on est là à nouveau, donc la parenthèse immobilière à commercial@gmail.com, envoyez vos questions. Si on n'a pas répondu aujourd'hui, on tâchera d'y répondre dans une émission prochainement. Et puis si c'est vraiment très pointu ou très perso, je réponds directement à la personne, de façon à gagner du temps. Mais donc n'hésitez pas. Voilà. Fabrice est toujours là pour vous, efficace et professionnel. Toujours disponible, on essaie de répondre et de faire en sorte que tout le monde puisse faire avancer son projet. Exactement. Parce que c'est important. Donc, c'est le but de l'émission. Exactement. Alors vas-y, dis-nous. Alors on a eu différentes questions. Vous allez voir, c'est un gros pêle-mêle entre l'achat, la location, comment on doit faire, le comportement. La première, c'était quelque chose dont on entend parler un petit peu. Là, on parle d'achat. C'est j'ai quelqu'un qui m'a envoyé en me disant qu'il habitait en France, qu'il n'avait pas de projet lui de venir ici, mais que le Québec il aurait bien aimé investir et qu'il a vu qu'il y avait ce qu'on appelle des reprises de finances. Alors une reprise de finances c'est quoi? C'est des biens qui ont été saisis par un prêteur parce qu'ils n'ont pas été payés. C'est de la saisie immobilière en fin de compte, quelqu'un qui n'a pas payé son hypothèque, donc son emprunt. À un moment donné, la banque ou le prêteur privé récupère le bien et puis le remet sur le marché pour le revendre. Donc, surtout excuse-moi, je crois que c'est quelque chose qui va très vite ici, hein, les saisies immobilières. Oui, ça va relativement vite. Dans le cas d'hypothèques non payées. Il y a un processus qui est bien huilé et les prêteurs, c'est vrai, font en sorte que ça ne traîne pas. Donc, c'est ça, ça ne va pas prendre 10 ou 15 ans, ça va être assez rapide. Vous n'allez pas passer 3 ans à ne pas payer votre hypothèque. Au bout de quelques mois, le bien, vous allez avoir un avis de 60 jours. Bon, je ne vais pas parler là de la procédure parce qu'elle est complexe. Rapide, quoi. Mais en tout cas, c'est rapide et puis on vous fait comprendre que si vous ne redressez pas la situation vite, vous allez le perdre et ils n'ont aucun problème à le perdre, d'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, l'immobilier est plutôt en feu sur l'île de Montréal et autour. Ça, c'est sûr. Donc les prêteurs n'ont aucun problème à reprendre parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pouvoir revendre et récupérer leur argent. Donc ils sont très à l'aise. Donc pour revenir à la question de Driss, puisque c'est Driss qui avait posé la question, il disait voilà, moi j'habite en France, j'ai un bon salaire, je suis propriétaire de ma maison, je voudrais faire un investissement ici, j'ai vu une maison en reprise de finances que je voudrais pouvoir louer par la suite. Est-ce que je peux la financer au Québec? Est-ce que je peux donc trouver une banque ici qui la finance? Alors ma réponse, elle est nuancée. Toujours elle est québécoise. Voilà, non mais toujours, c'est ni toujours oui, possible. Ni non. C'est toujours possible de trouver une solution alternative, un plan A, un plan B. Mais globalement, c'est quand même pas facile parce que ce qui va se passer, c'est que la banque qui a fait la reprise, admettons que ce soit la Desjardins qui ait saisi la maison, elle ne refinancera pas le bien. Déjà, donc ça nous enlève déjà un prêteur. Ça, c'est systématique. Ouais, ça c'est systématique. Ils partent du principe que s'ils ont saisi une maison, ils vont pas la refinancer tout de suite, du style. Voilà. Ça c'est le premier point. Du style, elle porte malheur celle-là. Exactement. Deuxième point, ils risquent de vous demander, en règle générale, un apport de 35% du prix de la maison. Mais ils vous demandent aussi de prouver que vous avez une épargne à côté qui est de l'ordre de 25%. Du prix de la maison ou du solde restant à payer. Donc ce qui veut dire que globalement, si vous n'avez pas à peu près l'équivalent de 60% du prix de la maison en cash, ça va être très compliqué. Après, il y a quelques programmes qui existent pour les gens qui travaillent dans des grandes sociétés, qui sont parmi les 500 premières entreprises mondiales. Il y a des prêteurs qui proposent des choses, mais ça reste un peu compliqué. Donc j'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas la meilleure solution pour venir investir au Québec, de passer par là. C'est ça, peut-être mieux vaut emprunter en France où les taux d'intérêt sont quand même déjà très bas. On peut emprunter en France si on a un bien, parce qu'il y a ça aussi, il faut avoir un bien en France de façon à ce que la banque puisse prendre une garantie et puis affecter l'argent à cet achat-là. Ou alors, il faut peut-être mieux faire un achat qui n'est pas une reprise, quelque chose de plus classique. Et puis là, on arrivera peut-être plus facilement, je dirais, à vous financer. Mais c'était intéressant de parler de la reprise de finances parce que c'est quelque chose... En ce moment, l'économie va plutôt bien, donc il y en a
pas beaucoup, mais il y a eu des périodes où il y en avait pas mal. Et quand le marché de l'immobilier va pas bien, quand le marché de l'emploi va pas bien, la reprise de finances, des fois, il y a des bons coups à faire en immobilier. Donc, c'est quelque chose à garder dans un coin de la tête pour les années futures, selon comment se déroule le marché. Voilà pour la première question. Alors, après, la deuxième. La deuxième, c'est Émilie, qui, elle, va arriver. Merci, Émilie. Merci, Émilie, va arriver. Et qui nous disait... Moi, j'ai trouvé une location sur Kijiji. Simplement, au jour d'aujourd'hui, le propriétaire me demande mon numéro d'assurance sociale, mon NAS, me demande copie des visas, il me dit que c'est obligatoire pour que je puisse louer, etc., etc. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut louer sans tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a aucune obligation de donner son numéro d'assurance sociale, on n'a aucune obligation de présenter son visa. Surtout qu'on nous explique quand même au moment où on va récupérer son NAS, donc le numéro d'assurance sociale qu'on récupère qu'une fois, excuse-moi cette petite coupure, mais qu'on ne récupère qu'une fois qu'on a bien son permis, qu'on a récupéré, on a passé les douanes, etc. Vous récupérez bien votre papier, votre permis de travail ou visiteur, pas 6 mois, visiteur à long terme ou d'étudiant, etc. Enfin d'ailleurs, permis visiteur, vous n'aurez pas de NAS. Et donc si vous avez le droit de travailler ou le droit d'étudier ou votre résidence permanente, vous allez récupérer votre NAS et avec ça, donc on vous précise de façon très claire que c'est un numéro plutôt confidentiel, qu'on peut donner aux employeurs et ce genre de choses, mais qu'il faut distribuer avec parcimonie. Voilà. Donc, moi, ma réponse, elle est relativement claire là-dessus. Quand vous êtes locataire, la seule chose qu'on doit vous obliger à décliner, c'est votre identité et avoir une preuve d'identité. Donc, qu'on vous demande d'avoir une copie de passeport, je dirais une copie de permis de conduire, quelque chose pour savoir que c'est bien vous, ça paraît logique. Tout le reste, il faut, et le NAS, il ne faut surtout pas le donner, ça je suis entièrement d'accord. Le visa, les copies de visa et tout, il faut regarder et savoir à qui on a affaire en face de soi, parce que c'est comme des documents sur lesquels il y a des données confidentielles, il y a des données. Le vol d'identité, c'est pas quelque chose qui n'existe pas ici, ça se passe régulièrement. Se passe comme partout dans le monde. Comme partout dans le monde, donc moins vous en donnez, plus vous vous sentez en sécurité. Je dirais que vous le donniez, la copie de votre visa, vos pièces d'identité à un agent immobilier qui vous représente, nous on est tenus à garder tout ça secret et à ne rien dévoiler et à ne donner aucune copie au propriétaire. Mais que vous donniez directement au propriétaire, oui. Comment est-ce qu'on s'assure que alors toi je le sais, mais je suis à l'étranger, comment je m'assure que la personne est un agent immobilier accrédité ou en tous les cas enregistré, qui fait partie d'un ordre et qui a une licence. Comment je le sais? Ici, c'est pas compliqué. Ici, tout agent immobilier a forcément une licence. Donc, il a forcément passé un diplôme. Et ce diplôme lui a permis de passer un autre examen qui lui a permis d'obtenir sa licence, son permis de courtier immobilier. D'accord. Ça, on est tous sur un site qui est accessible au grand public et vous pouvez vérifier les dossiers professionnels de tous les courtiers immobiliers du Québec. Donc même s'il a eu sa licence mais que finalement il l'a perdu, ou qu'il a eu des dossiers parce qu'il a eu des problèmes, il a fait des fraudes et qu'il a été suspendu mais qu'il n'a pas été radié, ou des choses comme ça, c'est forcément là, vous avez le dossier, et ce dossier-là, vous allez le trouver sur un site qui s'appelle l'OACIQ. L'OACIQ, c'est l'organisme... Alors vas-y, répète plus doucement. OACIQ. Ah oui, Q pour Québec. Voilà, c'est l'organisme d'autorégulation de l'immobilier au Québec, quelque chose comme ça, j'ai oublié un peu en tête. Il y a le C, on a oublié le C. Voilà, mais du contrôle. Donc globalement, vous allez le trouver au ACIQ.com. Non mais vous tapez OACIQ, c'est vrai que ça sort. Et là, vous allez pouvoir consulter le dossier d'un courtier. Si vous ne trouvez pas le courtier sur ça, c'est que c'est un courtier qui n'a pas sa licence en règle et qui donc ne peut poser aucun geste de courtage immobilier à l'achat. Attention, la loi est en train de changer et maintenant des gens vont pouvoir faire de la location sans être forcément courtier immobilier. Il va pouvoir y avoir des sociétés qui vont pouvoir proposer des services de location sans être courtier immobilier. Mais pour l'instant, je ne connais pas les règles qui vont les encadrer. Je ne sais même pas s'il va y avoir des règles qui vont encadrer leurs pratiques. Donc, je ne peux pas vous en parler. Mais en tout cas, si vous voulez des gens qui sont régis par une sorte d'ordre professionnel, même si ce n'est pas le cas avec l'OACIQ, mais en tout cas un organisme qui nous surveille et qui nous réglemente. Dans lequel il va y avoir un ordre de conduite, une façon de faire. Il n'y a que le courtier qui peut vous proposer cette garantie-là et le savoir qu'on doit travailler selon des règles déontologiques précises. Et puis, n'oubliez pas que l'agent immobilier, on l'a déjà dit dans
dans la plupart de nos émissions, hein, on le répète, même quand on vous emmène faire des petites visites à l'extérieur. Bon là c'est l'hiver, donc si on peut se trouver, voilà. Mais n'oubliez pas que l'agent immobilier c'est gratuit, hein, Fabrice. Nous, on est payé par soit les propriétaires quand il s'agit d'une vente, ou les gens qui mettent en location, donc les propriétaires qui mettent en location, c'est eux qui nous payent. Donc nos services pour vous qui arrivez sont gratuits, donc n'hésitez pas à vous passer du professionnalisme. Mais je le répète parce que c'est aussi... C'est pas obligatoire non plus. Si vous vous sentez à l'aise de le faire en direct, faites-le en direct. Je suis pas là pour dire qu'on est la seule solution pour l'immobilier au Québec, mais c'est évident que vous arrivez dans un nouveau pays, vous avez plein de choses à faire, plein de choses auxquelles penser, vous ne connaissez pas les us et coutumes. D'avoir quelqu'un qui est gratuit, qui représente vos intérêts, c'est peut-être pas forcément un mauvais deal, mais maintenant vous êtes libre de faire comme vous voulez vous. Donc, moi je peux vous dire que j'ai utilisé les services de 2 agents immobiliers, un avant... que tu es fort sympathique mais qui ne comprenait pas forcément ma demande. Le deuxième, monsieur ici présent. Et je dois dire que je suis très satisfaite. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que personnellement, quand on arrive en famille avec des enfants, c'est quand même rassurant d'être bien encadré. Et c'est vrai que si on doit vous demander des informations type NAS, visa, etc., autant le donner à une personne de confiance. Si jamais vous avez un doute sur la personne, moi je vous recommande vraiment très sérieusement de ne pas le faire. Mais après, parce que vous allez délivrer des informations, des gens, vont vous demander aussi votre contrat de travail, vont vous demander différentes choses. C'est à vous de juger si la personne que vous avez en face, et là je ne parle pas d'un agent, si c'est pertinent de lui donner, si vous êtes suffisamment en confiance, parce que vous allez dévoiler des informations confidentielles et vous ne savez pas à qui vous les dévoilez. Donc moi j'ai vraiment tendance à dire que si vous traitez en direct avec un propriétaire, et que vous l'avez juste entendu au téléphone ou vu sur FaceTime, donnez le minimum de choses, d'accord ? On est d'accord. Passez plutôt à côté d'un bien, plutôt que de donner trop d'informations puis de le regretter après. Voilà. Et puis quand vous avez fait un vol d'identité ou qu'il y a eu quelque chose, vous allez arriver aux douanes, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce qu'on vous dit que vous êtes déjà dans le pays alors que vous l'êtes pas. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais voilà. Soyez pas paranoïaque parce que il faut qu'on fasse confiance a priori, mais soyez juste vigilants sur les éléments. C'est ça qui est important. Donc dévoilez le minimum de choses. Et puis toujours pareil, si vous avez un doute à un moment donné, il y a un organisme, on en a déjà parlé, qui s'appelle la Régie du logement. Appelez-les et demandez-leur si le fait de dévoiler cette information, déjà s'ils connaissent la personne qui loue, parce que le propriétaire peut aussi avoir un dossier, puis le dossier peut être en sa défaveur, et puis s'il est normal qu'on vous demande ce document, si on peut le donner sans risque. Vous aurez un deuxième avis. Moi je vous donne mon avis, mais vous aurez un deuxième avis, ça vous permettra d'être plus serein. Et c'est vrai que la Régie du logement, c'est vraiment un service incroyable qui est offert aux locataires. Que aux locataires d'ailleurs ? Aux locataires et propriétaires. C'est celui qui mais pas en tant qu'acheteur. Non, c'est l'organisme qui gère les relations entre les propriétaires et le locateur et le locataire. Voilà. C'est ça. Donc voilà, donc divulguez-en le minimum. Il y a eu ensuite une autre question. Il y a Pierre qui et je suis souvent interrogé sur des gens qui viennent en PVT, des étudiants. Est-ce que les agents peuvent nous aider pour trouver une colocation ? Tout à fait honnêtement, non. Je ne vous dis pas qu'exceptionnellement, on peut pas avoir... Sauf si à l'avance, ils savent qu'ils sont 4 ou 5 personnes. Oui, alors voilà, c'est différent. Si vous voulez une chambre dans une colocation, un agent immobilier ne va pas pouvoir faire grand-chose. Tout à fait. Sinon, d'avoir entendu dire que des amis ou des choses comme ça. Mais vous êtes déjà un groupe de copains. Voilà. Mais par contre, vous êtes 4 étudiants et vous venez ici et vous voulez louer un appartement avec 4 chambres, là, on peut faire quelque chose pour vous. C'est ça. D'accord ? Mais sur le fait de vous trouver une chambre dans une colocation, ça, c'est pas notre métier. Alors, comment est-ce qu'il faut faire ? C'est ça, j'allais te dire, mais comment on fait ? Mais tu fais les questions et les réponses. J'essaie de trouver une solution pour les clients. Donc, vous avez Kijiji, notamment, qui est aussi une des solutions. Vous avez l'EPAC, qui est un deuxième site sur lequel vous avez des gens qui mettent. Mais surtout, en colocation, on parle très souvent d'étudiants. C'est les sites des écoles. Et c'est au niveau donc, des écoles. Il y a des affichages, il y a des sites internet sur lesquels vous avez plein de gens qui proposent des colocations et tout. Et je suis persuadée qu'il doit y avoir des pages Facebook. Oui, c'est ce que je veux dire. Il y a un groupe Facebook, les expatriés français à Montréal ou quelque chose comme ça. Montréal, très souvent, on a des gens qui proposent un appartement, soit pour des courtes périodes, soit des colocations. Donc c'est plus là que vous allez trouver votre bonheur que par l'intermédiaire d'agents. Par contre, c'est de la même façon, si vous regardez cette émission, que vous voulez faire une colocation et puis que vous avez un doute sur quelque chose, envoyez-moi un petit message, je tâcherai d'y répondre. C'est ça. Mais on ne peut pas vous aider à trouver la chambre dans la colocation. On ne peut pas vous aider à trouver la chambre dans la colocation, mais on peut enfin Fabrice, parce que c'est pas ma spécialité, mais Fabrice peut répondre à certaines questions que vous vous posez quant
est-ce que ce qu'on vous demande et la façon dont ça se passe, c'est réglementaire par rapport à l'immobilier, voilà, si c'est normal. Exactement, c'est ça. Moi, je peux faire en sorte de vous donner mon avis sur comment ça se passe, et puis vous éviter, pareil, une erreur ou de tomber dans quelque chose de pas très clair. Parce que j'ai déjà entendu des propriétaires qui demandaient 1 an de loyer. Oui, ça fait partie d'une autre question. Voilà. On peut en parler tout de suite. C'est la question de qui, celle-là, pardon. Il y a 3 arrêts qui nous a envoyé une question en nous disant « Moi, je vais venir aussi, je vais arriver cet été, mais je voudrais louer avant, mais je serais prêt à payer 6 ou 12 mois de loyer d'avance. » Donc cash, en avance. Pour dire de réserver l'appartement, d'être sûr de l'avoir et tout. Évidemment que c'est motivant pour un propriétaire d'avoir quelqu'un qui va payer son année de loyer avant. Moi, j'aurais tendance à vous le déconseiller pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées en amont. C'est que déjà, vous faites une grosse avance de cash. Ça fait quand même une grosse sortie d'argent en amont. Puis il peut mettre un autre locataire à votre place. Et puis, ce qui se passe, c'est que ensuite, entre guillemets, même si c'est pas un conseil que je vous donne, mais une fois que vous avez payé, vous êtes plutôt pieds et mains liés par rapport à un problème qui peut survenir et tout. Oui, c'est ça. C'est plutôt lui qui a le gros bout du bâton. Et puis globalement, vous allez quand même faire un virement, puisqu'on parle là de virement avant d'arriver, à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, vous n'avez très certainement pas visité le bien, donc vous ne savez pas ce pourquoi vous allez payer, et rien vous dit qu'en arrivant, tout se passe comme, entre guillemets, on vous l'a promis. Donc, on en revient toujours à la même question qu'on a aussi souvent, celle de la caution. Est-ce qu'il est normal de payer ou pas une caution? Alors, la réponse qu'on vous fait systématiquement ici, c'est la caution est illégale, donc non, vous n'avez pas payé une caution. Mais dans la vraie vie, vous venez de l'étranger, vous n'avez pas de dossier de crédit, et dans la vraie vie, un propriétaire, ce qu'il veut, c'est être assuré. Donc, mais qu'est-ce qu'un dossier de crédit? Oui, alors, en 2-3 mots. Un dossier de crédit, c'est en fin de compte, c'est des informations vous concernant qui sont compilées par 2 organismes qui s'appellent Equifax ou TransUnion sur vos habitudes de paiement. C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'habitude de bien payer votre carte de crédit? Est-ce que vous avez l'habitude de bien payer votre téléphone? Ou est-ce que vous avez des retards de paiement, voire des défauts de paiement? Tout ça est, entre guillemets, centralisé par ces 2 banques de données qui vous affectent en fonction de tout ça un score. C'est ça. Et ce score permet de dire est-ce que vous êtes bon payeur, très solvable, moyennement solvable, etc. Bon payeur, très bon mauvais payeur. Et à partir de ce classement-là, les gens en déduisent de votre solvabilité et de votre capacité à payer votre loyer. Donc quand vous arrivez de l'étranger et que donc vous n'avez pas ce dossier parce que ça n'existe pas forcément ailleurs. Exactement, on n'a pas ce dossier de crédit, on n'a pas forcément un job ou on a un job qu'on n'a pas encore commencé, on n'a donc pas de revenus, c'est évident que le propriétaire il a envie de se rassurer. Et le fait de vous demander 1 mois de dépôt, de caution, c'est pas légal, mais c'est pas anormal. Et dans la vraie vie, ça se fait. Donc, faut pas arrêter de se dire que ça se fait pas, ça se fait. Il y a des puristes qui vous diront c'est pas normal, il faut dire non. Vous êtes en droit de dire non, mais le propriétaire est en droit de vous dire non. De vous refuser l'appartement également ou la maison. C'est vraiment à vous de voir, mais il y a un moment donné, il faut comprendre que ça doit être gagnant-gagnant et que si c'est quelqu'un avec qui on est en confiance, un propriétaire qui a l'air sérieux et tout, ok, on passe par là. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on le donne pas en tant que dépôt définitif, on le donne par exemple, c'est le dernier mois de loyer. Donc vous n'aurez pas à payer vos derniers mois de loyer. Parce que moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on ne connaît pas la solvabilité du propriétaire. Et si on lui donne 1 mois, 2 mois de dépôt qu'il encaisse, quand vous allez quitter, qu'est-ce qui vous dit qu'il aura le cash? Et qu'il va vous rembourser. Il aura le cash pour vous rembourser vite, c'est 1 ou 2 mois de loyer s'il ne reloue pas tout de suite. Donc il faut mieux prévoir, dire on est prêt à donner 1 ou 2 mois, mais c'est le dernier mois ou les 2 derniers mois. Au moins, vous avez fait une avance, mais vous êtes sûr qu'à la fin, vous repartirez. Tout sera clean, vous serez rentré dans votre argent et tout le monde sera content. Voilà. Le seul moment où on peut vous dire non, il est normal que vous donniez un dépôt de garantie, c'est si par exemple c'est un appartement meublé ou si vous avez des animaux et oui, donc il pourrait y avoir des dégâts. Et là, le propriétaire, ce qu'il vous demande, c'est pas parce qu'il n'a pas confiance en vous, c'est que simplement il se dit s'il y a des dégâts ou si moi je loue un meublé avec une télé, un canapé, puis que la personne s'en va avec ma télé, mon canapé, je veux avoir un montant qui me permette de, si j'ai un chat qui vient griffer tous les parquets qu'il faut que je les refasse, j'ai un montant en poche qui me permet de compenser. Donc dans ces cas-là, c'est aussi logique qu'on vous demande un dépôt. Donc il faut arrêter de penser que parce que des puristes nous disent qu'il n'y a pas de dépôt de garantie, il n'y a pas de caution, c'est complètement illégal et que les gens qui vous demandent ça sont des grands méchants. C'est pas vrai, c'est pas des grands méchants, c'est juste des propriétaires qui ont, comme tout le monde, une hypothèque très certainement à payer sur le bien qu'ils vous louent et il faut qu'ils, eux, touchent leur loyer pour pouvoir payer leur hypothèque. Et puis, je veux dire, vous arrivez de quelque part d'un pays, mais pour eux, de nulle part, ils ne vous connaissent pas, personne ne vous connaît.
Je veux dire, c'est quand même normal à un moment donné. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Donc oui, quand il y a une façon régulière de faire, mais vous rentrez dans un cadre qui est non régulier puisque vous n'êtes pas d'ici. Donc c'est vrai qu'il faut comprendre que malheureusement, ça se passe pas forcément de la même façon pour vous. C'est ça, on en met toujours la même idée, c'est une question de feeling avec la personne, c'est de se sentir bien. Si vous avez un agent, quelqu'un qui vous représente ici, un ami, c'est plus facile. Si c'est en direct au téléphone, c'est vous qui devez faire, mais n'en faites pas trop et ne vous sentez pas obligé de faire. Je veux dire, trouvez un appartement. J'ai jamais vu quelqu'un qui est arrivé qui n'a pas trouvé à se loger. Donc, il faut être clair aussi. Non, bien sûr. Donc, ne vous mettez pas une pression phénoménale en vous disant je dois avoir trouvé 6 mois avant de venir et je suis prêt à passer par toutes les trappes qu'on va me donner pour réserver cet appartement. On a toujours trouvé des appartements et les gens ont toujours été relativement bien logés, même au dernier moment. Et donc, ça permet de rebondir sur une autre question qu'on a souvent. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on devrait louer? Est-ce qu'on doit louer un appartement meublé pendant une semaine, 10 jours, avant de venir ou pas? Et à quel moment et à quel moment et tout. Donc ça fera partie d'une autre capsule qu'on va faire très prochainement. Mais en tout cas, je dirais, le fait de louer pendant une semaine ou 15 jours un appartement meublé pour trouver, ça peut être une bonne option. Et moi, ça peut être très sympathique en plus. Ça peut être quelque chose que je conseille. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez avoir 15 jours et qu'il faudra que vous trouviez dans ces 15 jours. Dans ces 15 jours. Donc selon les saisons, mais on en reparlera plus dans une autre capsule, selon les saisons, selon les moments, il y a plus ou moins de choix. Donc vous vous mettez dans cette position de dire, je vais visiter 20 appartements, par exemple. Et il va falloir que j'en sélectionne un à tout prix. Il en faut un qui me convienne, et enfin il en faut 2 ou 3, de façon à ce que si mon dossier n'est pas pris sur le premier, j'ai un plan B. Voilà, c'est comme ça que ça marche, mais c'est pas une mauvaise idée. Mais faites-vous quand même dans ces cas-là, si vous faites un peu en last minute, je pense avec une semaine ou 15 jours de Delta, là moi ce n'est que mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais là je vous dirais, faites-vous quand même accompagner par un agent immobilier. C'est quand même facilitant que vous avez un agent immobilier qui connaît votre dossier, qui du coup apporte une garantie supplémentaire, parce que quelque part il vous représente, donc votre agent c'est un peu votre image aussi. Donc, on est un peu la caution morale entre. C'est ça. On n'est pas une caution financière, on n'est rien du tout, mais on est une caution morale. C'est-à-dire que si un agent travaille pour vous, c'est que globalement, il vous a apprécie, confiance, c'est qu'il vous a demandé les documents dont on a un peu parlé tout à l'heure, et j'ai fait des vérifications. Donc quand je présente votre dossier à un propriétaire, c'est que moi je suis en confiance sur le fait que vous êtes des gens sérieux et que vous allez répondre, entre guillemets, aux obligations qui sont les vôtres. Voilà, donc c'est sûr que ça aide. On fera une capsule spéciale sur ça, sur le timing, sur toutes ces choses-là très prochainement. Ça permettra de véritablement travailler ça. Bon, on est désolé, il y a un peu des travaux autour de nous. Je ne sais pas si vous les entendez dans le micro, mais nous on les entend. Voilà, mais bon, il y a des petites perceuses qui travaillent. C'est ça, des perceuses, la peinture. Donc dites-nous, on va essayer de parler un peu plus fort. On va couvrir le bruit de la perceuse. De façon à le faire ensemble. Alors autre question sur l'achat, c'est Marie qui me demandait, est-ce que je peux acheter un bien au Québec, alors que je suis au Québec, en empruntant en France? Parce que les taux d'intérêt sont plus intéressants en France qu'ici, c'est vrai. Et puis parce que des fois, on a des meilleures relations avec son banquier en France. Alors moi, j'ai fait cette demande. Mais je vais laisser Fabrice y répondre. En règle générale, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez acheter un bien ici, prendre, entre guillemets, un prêt en France, la banque en France va vous faire la réponse suivante, c'est qu'elle ne peut pas prendre une garantie sur le bien que vous achetez au Québec. C'est ça. Donc, elle va vous proposer, si vous êtes déjà propriétaire d'un bien en France, de prendre une garantie. Si vous avez des placements financiers qu'elle peut, entre guillemets, mettre sous séquestre et tout, elle va vous proposer de prendre une garantie sur quelque chose qui existe en France. Et auquel cas là, si elle peut prendre cette garantie, elle va vous prêter l'argent. En aucune façon, une banque française, en tout cas à ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, j'ai eu pas mal de dossiers, comme ça, n'a prêté en prenant une garantie sur le bien qui est acheté ici. C'est trop compliqué. Non, parce qu'ils ne peuvent pas venir le récupérer. Ils savent qu'ils ne pourront pas venir le récupérer. C'est ça. Donc Marie, si tu es propriétaire en France d'un bien et que tu peux le mettre en garantie, oui, tu pourras acheter ici. Sinon, non. Je suis désolé. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Il faudra passer par une banque d'ici qui va te demander très certainement 35%, voire un peu plus. Et puis si vous avez déjà une hypothèque sur le bien que vous avez en France, c'est possible aussi qu'on vous dise non, puisque nous, c'est ce qui s'était passé. C'est ça. C'est-à-dire qu'on avait vraiment un très, très bon dossier, puis au moment de... Là, c'est la société de caution, en fait,
qui a dit oh là là, non, trop compliqué, ils vivent au Canada, ils travaillent en France en même temps, ça marche pas. Ce sont des dossiers de toute façon. Non, c'est compliqué. Ouais. C'est ça, c'est des dossiers compliqués et tout, et c'est des dossiers qui au final sont difficiles à monter, difficiles à mener au bout. Donc il faut mieux dans ces cas-là venir ici, peut-être travailler avec un établissement bancaire ici, si vous avez du cash pour faire un 35% d'apport. C'est ça. Et si vous avez un refus d'un institut bancaire, il y a d'autres instituts qui travaillent. Et puis surtout, vous pouvez regarder les capsules précédentes qu'on avait fait, peut-être l'avant-dernière, je crois, de la dernière saison, de la saison passée, où on avait fait une interview de Fabrice Ménager, qui est courtier immobilier. Courtier immobilier, mais l'autre Fabrice, courtier hypothécaire. Et donc, vous pouvez aussi lui demander de faire une recherche pour vous, que vous soyez ici ou même encore en France, mais sur le point d'arriver. Enfin, je veux dire, n'hésitez pas, envoyez toujours un courriel sur la parenthèse immobilière. Fabrice se fera un plaisir de vous mettre en relation. Tout à fait, de vous mettre en relation. Et sachez même de façon plus générale, quelle que soit votre situation, que vous ayez le projet de venir d'acheter, que vous soyez en France, vous vouliez acheter, que vous soyez ici, que vous nous regardiez pour avoir plus d'infos, que vous vouliez acheter, consultez tout le temps un courtier hypothécaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre banque va certainement vous proposer des choses, mais la banque, qui est votre banque, vous considère un peu comme captif, et des fois, c'est pas la solution la plus adaptée. On ne va pas vous offrir le meilleur. Voilà, ils vont peut-être vous proposer des choses qui, sur le papier, vont vous paraître intéressantes, mais qui correspondent, entre guillemets, aux produits qu'eux, ils ont au moment donné. C'est ça. Et puis, en plus, avec les promotions internes, là où ils ont peut-être plus d'intérêt à vous placer ce produit-là qu'un autre. Un courtier hypothécaire, il a accès à la fois à toutes les banques classiques. Vous ne le payez pas. Voilà, il a accès à toutes les banques virtuelles, ce qu'on appelle banques virtuelles. Il a accès à tous les prêteurs B et les prêteurs privés. Donc, il a un panel de choses possibles à vous proposer en fonction de votre projet. Et donc, on peut rebondir sur des choses qu'on disait tout à l'heure. L'achat aux enchères, une banque qui n'est pas prête à vous prêter, mais peut-être qu'un prêteur privé sera prêté. C'est évidemment pas les mêmes taux d'intérêt, mais ça peut être une solution temporaire, ça peut être quelque chose. Donc, dans tous les cas, franchement, dans tous les cas, consultez un courtier hypothécaire, ils ont le même mode de fonctionnement que nous. Vous allez les voir, vous asseyez avec eux, vous expliquez votre situation, ils vous proposent des solutions. Si vous prenez leurs solutions, c'est les gens qui prêtent l'argent qui vont les payer. Si vous ne prenez rien, pas leur solution et que vous prenez la solution que votre banque vous a payée, eh ben, vous ne lui devez rien. Ça fait partie du conseil, vous ne lui devez rien. Donc, en tous les cas, il ne vous facturera pas au rendez-vous si vous le rencontrez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et il va faire sa job. Voilà, exactement. Allez les voir, prenez du conseil, prenez de l'information, et puis franchement, ils vont vous trouver des solutions qui des fois sont super intéressantes et beaucoup plus, entre guillemets, dans votre intérêt que ce que peut vous proposer la banque. Et non, nous ne sommes pas payés pour parler de Fabrice. Non. Ménager, l'autre. L'autre Ménager, mais c'est... On le fait vraiment avec plaisir. Ouais. C'est vraiment des conseils qu'on est là pour vous délivrer. Donc, c'est vraiment pour vous qu'on le fait. Bon, vous savez, ça fait 10 ans que j'installe des Français qui arrivent, et souvent, notamment dans la notion d'achat, il y a eu des refus par une banque traditionnelle, où il y a eu des dossiers qui étaient compliqués à monter, et les courtiers hypothécaires avaient la solution. Voilà. C'est ça. Donc si on n'était pas allé les voir, les gens n'auraient pas pu acheter, seraient restés locataires 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, en fonction, voire n'auraient pas du tout pu acheter, alors qu'un courtier hypothécaire leur a amené une solution qui était tout à fait honnêtement des solutions économiquement aussi viable que celle des banques. Sûr. Donc il faut vraiment le faire et c'est votre intérêt de le faire. Voilà. Exexactement. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions pour aujourd'hui? Alors, laisse-moi regarder. Oui, j'en ai une parce que j'ai été confronté à ça et c'est toujours sur la location. Pour faire, alors c'est à la fois la question de John, mais moi je l'ai vécu cette semaine avec un client. En réel. Je l'ai vécu cette semaine en réel Live. avec un client qui l'année passée avait acheté un appartement à titre locatif pour le louer. Il y a quelqu'un dedans. Il s'avère que c'est une de nos compatriotes françaises. D'accord. Son bail finit le 30 juin de cette année. Et là, elle l'a prévenu tranquillement, il y a une semaine, qu'elle quittait dans 2 mois. Elle lui envoyait un courrier en disant voilà, je quitte dans 2 mois, donc je te donne mon préavis. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, ça n'existe pas le préavis. Si vous avez signé jusqu'au 30 juin, vous devez rester jusqu'au 30 juin. Et quelle que soit la raison, que vous soyez remuté en France, que vous ayez un grave problème personnel, vous n'avez aucune porte de sortie. Alors, quelles sont les solutions? Y en a-t-il? Donc, la première solution, c'est la personne qui loue va céder son bail. C'est-à-dire, elle va trouver un remplaçant et le propriétaire va accepter de mettre une croix sur le bail du précédent locataire. Et après avoir fait les vérifications, on va refaire un bail
un nouveau bail avec les nouveaux locataires. Donc l'avantage de cette solution-là, c'est que l'ancien locataire, il est complètement libéré de ses obligations, et puis le propriétaire, il a donné son accord, et donc il est reparti avec des nouveaux locataires. C'est ça. Les propriétaires ne sont pas obligés d'accepter de ça. Ils peuvent considérer que vous êtes un excellent locataire et puis que les gens que vous lui présentez sont des gens qui sont pas à son Bas de goût. gamme ou pas à son goût, Entre guillemets, pas les mêmes revenus, ou il n'a pas le bon feeling et tout. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est sous-louer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sous-louer, c'est que c'est vous, locataire légal, initial, c'est légal, c'est vous, locataire initial, qui restez responsable auprès du propriétaire du paiement du loyer et du maintien en bon état du bien, d'accord? Et donc, vous vous faites payer par vos sous-locataires qui vous payent, et vous payez le propriétaire. Donc ce qui veut dire que quand vous sous-louez, vous prenez un risque, tout à fait clairement, c'est que le sous-locataire ne vous paye pas, ou que le sous-locataire ravage l'appartement, on prend toujours des cas extrêmes, mais c'est juste pour marquer les esprits. Et là, vous restez responsable. Et là, vous restez responsable. Vous aurez beau expliquer au propriétaire que vous étiez reparti habiter à Toronto et que ce n'était pas vous qui étiez dedans, le propriétaire va vous dire, moi j'ai un bail avec toi, tu as sous-loué, à la limite tu n'avais pas à me demander l'autorisation, tu m'as averti simplement que tu sous-louais, donc j'avais aucun moyen, mais c'est toi qui restes responsable, et il y a des dégâts pour 5 000 $ dans l'appartement, tu me dois 5 000 $. Et qu'est-ce qui se passe si jamais la personne quitte le pays finalement, et est-ce que le propriétaire a quand même un moyen d'aller les chercher? Parce que j'ai quand même entendu des histoires de gens qui partent comme ça. Ouais, alors ça c'est une question, parce que ça fait souvent partie aussi des choses... C'est d'ailleurs pour ça qu'à force les gens commencent à demander de l'argent aussi à l'avance. Ça fait souvent partie des questions que j'entends et des comportements qui me hérissent un peu le poil. C'est les gens qui me disent, de toute façon moi je m'en vais le 30 avril. De toute façon je m'en fiche, je reviendrai pas. Moi je prends l'avion, je m'en vais, j'entends ça pour les appartements, pour les voitures en location, les choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le moyen d'aller vous chercher. Alors évidemment, c'est de la procédure, je ne dis pas que tout le monde le fait, c'est de la procédure, que ça coûte cher. Mais sachez que si vous tombez sur des locataires, des propriétaires professionnels, très riches, professionnels, entre guillemets, etc., sur le principe, ils peuvent aller vous chercher. Comment ils vont vous chercher? Pour vous faire une histoire très courte, on va obtenir un jugement ici, qu'on va faire homologuer en France auprès d'un tribunal, on aura un titre exécutoire, et en France, on peut aller vous saisir. Donc ça peut se faire, et ça peut se faire. C'est à la fois un peu long et ça coûte un peu d'argent. Ça peut prendre 4 à 5 ans, mais vous pouvez les voir débarquer. C'est plus rapide que ça, c'est heureusement plus rapide que ça. Ah, quand même. Mais sachez que vous n'avez aucun intérêt à faire ça, d'autant plus que si vous êtes appelé à revenir, vous pouvez avoir un dossier, entre guillemets. C'est ça, vous pouvez être marqué d'un. Vous pouvez avoir un dossier à la régie du logement, donc il faut mieux trouver une solution et pas se la jouer. Moi, de toute façon, je m'en fous. Après moi, le déluge, je m'en vais. Parce que ça peut vous retomber dessus, vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait. Si dans 5 ans, vous avez une autre opportunité de venir travailler au Québec, et puis que soit vous ne pouvez pas rentrer, soit que vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque, soit qu'il y a la régie du logement, parce que vous avez toute cette histoire-là, c'est un petit peu dommage pour 2 ou 3 mois de loyer, surtout qu'on a des solutions de négociation, de discussion, que ça se passe bien. En tous les cas, on est quand même dans une société où les gens sont... Il y a toujours... Mais en tout cas, sachez que le préavis n'existe pas. Voilà, c'était pour revenir à ça. C'est ça. Le préavis n'existe pas du style j'ai envie de partir. Non, on loue pour une période donnée et on doit. Et c'est ça. C'est un an, c'est un an. C'est 18 mois, c'est 18 mois. Et on ne sort pas de son contrat, sauf avec discussion et accord du propriétaire. Exactement. Dernière question qu'on a eue, ça c'est plus sur l'achat, c'est la notion de garantie légale. On voit quand on achète un bien, des fois c'est marqué avec garantie légale ou des fois sans garantie légale. Et j'ai souvent la question, qu'est-ce que ça implique? Très simplement, la garantie légale, c'est en fin de compte la garantie contre les vices cachés, si on veut être clair. C'est-à-dire que vous achetez un bien, vous êtes censé l'avoir fait inspecter, avoir tout regardé et que visuellement tout ça vous convienne et que tout est en état de fonctionner. Vous allez ouvrir un mur un jour pour faire une extension, il y a de la moisissure parce qu'il y a eu un gros dégât des eaux. Si vous avez la garantie légale, vous allez pouvoir vous retourner contre le propriétaire d'avant, qui lui-même pourrait se retourner contre le propriétaire d'avant, qui lui-même pourrait se retourner jusqu'au propriétaire d'avant, en disant, pour vice caché, moi j'ai ce problème-là, ça ne m'a pas été annoncé, c'est un vice caché, il faut prouver que c'est un vice caché, donc vous n'avez aucun moyen de le savoir et tout, c'est aussi là une procédure, ça prend du temps, mais globalement vous pouvez obtenir réparation. Donc si vous n'avez pas ça, vous ouvrez le mur, il y a de la moisissure, les travaux sont pour vous, vous n'avez aucune solution. La vente sans garantie légale, elle est entre guillemets, explicable dans 2 cas quand vous achetez un bien. Une succession, les gens qui vendent héritent d'un bien, ils n'ont pas vécu dedans, ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne vont pas vous le garantir légalement. C'est ça. Un investisseur qui a acheté un bien et qui l'a loué les 10 dernières années et qui globalement de la même façon n'était pas dedans et ne savait pas. Ça, c'est des cas normaux où on peut vous vendre sans garantie légale.
Quand vous achetez une maison, les gens ont vécu 10 ans dedans ou 15 ans dedans, puis qui vous disent qu'ils vous la vendent sans garantie légale, je vous dis, ça doit allumer un warning en tout cas. Ça doit allumer un truc rouge qui doit vous dire pourquoi. Donc vous devez demander des explications et puis vous devez demander à votre inspecteur d'être ultra vigilant et de bien lui dire que c'est vendu sans la garantie légale, que c'est le propriétaire qui soit un petit peu plus, entre guillemets, pointilleux, tatillon, pour vous éviter des mauvaises surprises, parce que un problème de fondation, un problème de pourriture, un problème de moisissure, un problème de plomberie, de non-conformité de plomberie, etc. peut vous coûter très vite. Très à la fois cher. des tourments, à la fois des désagréments, à la fois des retards de chantier, et puis de l'argent au final. Donc voilà, mais en tout cas cette garantie légale, je n'ai pas les statistiques, mais je pense que dans 90% des cas ou 80% des cas, on a la garantie légale, donc vous êtes couvert. C'est plus sécurisant. Hein. Pour un premier achat, prenez avec une garantie légale. Mais il ne faut pas balayer d'une traite s'il n'y a pas la garantie légale. Il faut juste comprendre pourquoi elle n'y est pas et revenir à ce que je vous ai dit avant sur les raisons. D'où le fait d'être bien accompagné toujours par un agent immobilier qui n'est pas obligatoire. Vous en faites bien ce que vous voulez, mais quand même. Exactement. Quand c'est un premier achat, que vous ne connaissez pas forcément la façon dont ça fonctionne, ça peut quand même être rassurant d'avoir un agent. Notre valeur ajoutée, elle est sur ce type de choses, sur ce type de points où on vous amène entre guillemets des explications, on va chercher l'information, on essaye de comprendre. Par exemple, dans le cas je vous ai parlé, la personne vend sa maison sans garantie légale. Il l'a vécu 10 ans dedans, mais nous on a l'historique et on sait qu'il l'a acheté il y a 10 ans avec la garantie légale. Ça doit encore plus allumer un warning. Quoi. Carrément. On a acheté, nous on sait, on a trouvé la trace dans les registres qu'il l'a acheté avec la garantie légale. Il vit 10 ans dedans, il nous dit qu'il n'y a rien eu de spécial. Et il nous la vend sans garantie légale. Je veux dire, il va falloir quand même que l'explication soit très très pertinente pour me convaincre qu'on n'est pas en train d'essayer de me cacher quelque chose. Sachant que, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la déclaration du vendeur dans le cadre d'une vente, justement, parce qu'il y a justement cette partie de déclaration légale, mais il y a aussi la déclaration du vendeur où il est obligé de déclarer des choses. Qu'est-ce que c'est? Alors, la déclaration du vendeur, c'est un document qui est obligatoire pour quelqu'un qui vend un bien. C'est un document qui fait 7 pages et qui reprend, entre guillemets, le vendeur doit, au mieux de sa connaissance, et ça c'est important, c'est au mieux de sa connaissance. Hein. Donc le mieux de sa connaissance, c'est quoi? C'est ce qu'il a, lui, il a vécu dans le bien, mais c'est aussi l'historique qu'il a pu avoir des précédents propriétaires. D'accord. Donc au mieux de sa connaissance, il nous déclare tout ce qu'il sait sur la maison. Donc son âge, l'âge du toit, l'âge de la chaudière, s'il y a eu un problème de fenêtre, s'il y a eu un problème d'infiltration d'eau, s'il y a eu un problème d'amiante. Enfin, il nous déclare tout ce qu'il sait, sur la maison. Et il vaut mieux tout déclarer, je crois. Je dirais que même les souris, j'ai entendu des histoires. Il y a de toute façon des cases prévues sur le fait qu'est-ce qu'il y a eu des problèmes avec des nuisibles, donc les souris, les fourmis, etc. Il faut le déclarer. Et est-ce qu'un exterminateur est passé, par exemple? Donc ça, c'est très important. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un document qui est à l'avantage des deux parties dans une transaction. À la fois parce que le vendeur, quand il aura déclaré tous les problèmes, mon toit, il a 25 ans, il est à refaire. Si vous l'écrivez sur une déclaration du vendeur, l'acheteur ne pourra pas se prévaloir de ça pour vous renégocier le prix après, ou pour vous dire au bout d'un an, il y a eu une fuite, tu me l'as caché, tu ne me l'as pas dit. Tu achètes une maison, le toit il a 25 ans, ça veut dire que le toit il est fini, je veux dire globalement, ou qu'il est à changer très rapidement. Donc tu ne peux pas me dire, on a eu un dégât des eaux, mettre sur la déclaration du vendeur, on a eu un dégât des eaux dans le mur, ce que je vous ai dit, on a réparé, on a refait. Quand vous ouvrez, même s'il y a un peu de moisissure, vous avez été informé qu'il y avait eu ce dégât des eaux, qu'il y avait eu ce problème. Donc vous auriez dû peut-être pousser les investigations un peu plus loin. Donc le fait d'être complètement transparent pour un vendeur, ça le protège. Complètement. Pardon. Et quand on achète, l'avantage c'est qu'on a une photo super claire de ce qu'on achète. De ce qu'on achète. Et si le vendeur il est de bonne foi, ce qui est le cas dans 99% des cas, vous avez une vision très très claire. Oui, j'achète une maison, comme je dis souvent, j'achète une maison d'occasion, c'est tout, la maison elle a vécu. Et je suis content de savoir qu'elle est passée au feu ou qu'une partie de la toiture est passée au feu il y a 30 ans, que les assurances ont pris en compte le sinistre et que tout a été refait selon les règles de l'art. Parce que demain, quand je vais aller dans mon toit remettre de l'isolant, parce que si je vois une petite trace de noir, je ne vais pas commencer à me poser des questions existentielles sur ce qui s'est passé. Ça s'est passé. Là, j'ai eu le cas pas plus tard que samedi, des gens on a fait une inspection sur une maison, l'inspecteur va dans l'entretoit, trouve un isolant qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à de la vermiculite, donc à de l'amiante. L'amiante, ok. Là, les vendeurs, ils avaient par exemple oublié, mais c'est un oubli de leur part, parce que ce qui se passe, c'est que eux, quand eux ont acheté, ils avaient eu la même question, ils avaient fait un test, et ce test-là avait démontré que ça ressemblait, mais que ça n'en était pas.
D'accord? Mais nous, à un moment donné, quand on a fait l'inspection, on a dit, bah, ça ressemble à de la vermiculite, est-ce qu'on n'est pas en train de nous mentir? Et pendant une demi-heure, on était dans une ambiance un peu tendue, en se disant, ils ont acheté la maison en 2011, ils ont fait une inspection, et ils nous ont pas déclaré qu'il y avait de l'amiante. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas en train, entre guillemets, de nous balader un petit peu sur certaines choses? Donc, et heureusement, le propriétaire est arrivé, parce qu'il n'était pas là au début, il est arrivé, il a dit, c'est vrai, j'ai complètement oublié, mais on a fait faire un test, il a sorti le rapport, il nous a donné le rapport. Sur le rapport, c'était marqué qu'il n'y avait pas d'amiante. Tout est rentré dans l'ordre. Mais oui, c'est ça. Mais ça peut quand même, après, on peut se faire des choses. Donc, c'est important d'avoir toute cette information, parce que ça nous fait faire un achat serein. Exactement. Voilà. Voilà, on en a fini avec les questions. Génial, écoutez, ça fait quand même pas mal de questions, je trouve. C'était... c'est vrai que c'était pas mal d'absence aussi, donc on vous remercie. Continuez de poster vos questions sur donc la parenthèse immobilière à commercial@gmail.com. Et puis voilà, on les prend de temps en temps. C'est pas chaque semaine, mais en tous les cas, on les prend de temps en temps et ça nous fait plaisir d'y répondre. Exactement, on adore ça. Donc envoyez-les. J'essaie de les regrouper un peu par thème. Et puis on va y répondre. Et puis comme je vous dis, si c'est vraiment très spécifique, n'hésitez pas aussi. Je vous mettrai une petite réponse par courriel. Merci de votre fidélité. Puis à très bientôt. Merci. Bye.